Toujours dans le cadre de notre cours de résistance des matériaux, aujourd'hui, on va entamer la dernière partie. C'est les poutres, beams en anglais. Bon, la poutre, c'est cette partie qui est là, d'accord? C'est une pièce qui a un certain profil, elle supporte certaines charges, et ainsi de suite. Donc, le but de ce chapitre, c'est de calculer la résistance de ces poutres soumises à des chargements extérieurs différents. Quelles sont les étapes? On va déterminer l'effort normal, l'effort tranchant T, le moment fléchissant 1 par la méthode des coupes qu'on a déjà vu. Ensuite, on va tracer justement la variation de ces trois paramètres le long de la poutre, parce que c'est des variables, elles varient en fonction de X. Donc, le tracé se fera dans des diagrammes qu'on appelle les diagrammes NTM. Le but de ce tracé, c'est de quantifier et localiser les valeurs maximales, laquelle nous donne les contraintes maximales et s'assurer par la suite que ces contraintes maximales ne dépassent pas les contraintes admissibles. C'est ce qu'on appelle les critères de résistance. Quels sont les types de poutres utilisés? On les classe souvent selon la façon avec laquelle elles sont appuyées. C'est-à-dire, là, vous avez une poutre avec deux appuis, appelée poutre biappuyée. Là, vous avez aussi une poutre console, une extrémité encastrée, l'autre libre. On l'appelle aussi cantilever beam. Comme application de ce type de poutre, vous avez l'aile d'un avion. D'accord? Il est encastré dans le fuselage et libre dans l'autre côté. D'accord? D'ailleurs, on l'appelle l'aile cantilever. Là, c'est les applications de l'aéroélasticité. D'accord? Vous avez aussi la poutre bio-encastrée avec deux encastrements dans les deux extrémités. Et vous avez la poutre surplombante, overhanging, c'est-à-dire elle a soit une extrémité libre, en porte-à-faux, éloignée par rapport à le support, d'accord? Et ou bien deux extrémités libres qui sont là, d'accord? L'éloignement, c'est un porte-à-faux par rapport à l'appui, d'accord? Nous avons aussi la poutre continue, là où vous avez trois supports ou bien plus, d'accord? Comme type de chargement appliqué sur les poutres, nous avons soit une charge concentrée, ponctuelle, d'accord? Plusieurs charges ponctuelles ou bien une seule. Nous avons aussi une distribution uniforme de charge avec une certaine densité de charge Q, que ce soit sur toute la totalité de la longueur ou bien sur une partie uniquement, appelé en anglais Uniformly Distributed Load, c'est-à-dire l'UDL. On peut aussi avoir une distribution variable de charge, Uniformly Varying Load, UVL, soit une variation linéaire ou bien donnée par une équation quelconque, sur la totalité ou bien sur une partie de la poutre. Les équations d'équilibre qu'on va appliquer dans les poutres, c'est le principe fondamental de la statique PFS, c'est les 6 équations connues, sigma des forces, sigma des moments. Et dans le plan, vous allez voir qu'on va uniquement utiliser 3 équations, 2 forces et un moment. Donc, les équations de base fondamentales d'équilibre statique sont 3. Si le nombre d'inconnus ou bien des réactions d'appui est égal à 3, donc nous avons un système isostatique, statically determinate. Mais si le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, là nous avons un système qui dit système hyperstatique, statically indeterminate. Dans la suite de notre chapitre, nous allons nous limiter au système isostatique, c'est-à-dire on a autant d'équations que d'inconnus. Les conventions de signes pour la détermination des efforts internes, les éléments de réduction, l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Pour les chargements extérieurs, nous avons la force, elle est positive vers le haut, le moment dans le sens antihoraire. Pour l'application de la méthode des coupes, à droite de la coupe, c'est l'effort tranchant V ou bien T, ça dépend des livres. Il est vers le bas, donc il est considéré positif. Et le moment antihoraire, il est positif. À gauche de la coupe maintenant, voilà la coupe, à gauche de la coupe, il est considéré positif, l'effort tranchant vers le haut et le moment horaire. Et vice-versa. Autrement dit, une autre façon d'expliquer cette convention,
le moment ou bien l'effort tranchant, il est positif lorsqu'il tend à tourner le matériau dans le sens horaire, quelle que soit la partie que vous prenez. Soit la partie de gauche, par exemple, voilà votre poutre, voilà la coupe, soit vous prenez la partie le tronçon de gauche, ou bien le tronçon de droite. Si votre effort tranchant, il tend à faire tourner le matériau dans le sens horaire, d'accord, et il est considéré positif. Le moment fléchissant, s'il tend à comprimer la partie supérieure, par exemple ce moment, il tend à comprimer cette partie supérieure, il est considéré positif. Même si je prends le tronçon de droite, ce moment, il tend à comprimer cette surface supérieure, la partie supérieure, donc il est considéré positif dans ce sens. C'est une autre façon d'expliquer la convention de signe utilisée pour les efforts internes. Maintenant, pour les diagrammes, puisqu'on est obligé de tracer les diagrammes, en général, l'effort normal, il ne figure pas dans plusieurs applications, c'est-à-dire on va uniquement se limiter aux deux diagrammes qui sont le diagramme de l'effort tranchant, en anglais Shear Force Diagram, SFD, et le diagramme de moment fléchissant, Bending Moment Diagram, BMD. Donc, on va voir bien sûr les trois cas, une charge concentrée, plusieurs charges concentrées, une charge uniforme. On va voir les trois exemples pour mieux expliquer cette façon de répondre à nos besoins. Donc, les étapes de construction d'un diagramme, c'est clair. Première étape, c'est l'étape connue, c'est le calcul des réactions d'appui, c'est en utilisant la mécanique rationnelle, l'équation de la statique. Ensuite, je vais identifier les zones clés, c'est-à-dire les zones clés. Là, vous avez un changement brusque, c'est-à-dire vous avez une force appliquée, un moment, les extrémités. Ensuite, je vais choisir une origine des abscisses parce qu'on a dit que ces efforts, ils varient en fonction de X. Donc, je vais utiliser l'extrémité gauche de la poutre comme origine de l'axe X. D'accord? Une fois que vous avez votre point d'abscisse X, vous faites une coupe, vous allez isoler votre tronçon de gauche ou bien de droite, vous allez appliquer le principe fondamental de la statique pour pour calculer ces efforts. On a le choix d'utiliser la partie de droite ou bien la partie de gauche. Tout dépend des charges appliquées. Si on a moins de charges, donc on utilise la partie correspondante. N'oubliez pas les conventions de signes. Une fois que vous avez les efforts, vous allez représenter graphiquement ces efforts internes dans des diagrammes qu'on a déjà vus. Et le but de ce tracé, puisqu'on a dit que l'effort tranchant, le moment fléchissant, il varie en fonction de la distance X. Le but, c'est de déterminer les points critiques, c'est-à-dire la position et la valeur des moments maximaux et de l'effort maximal, laquelle vont nous donner la contrainte maximale normale et la contrainte tangentielle maximale. Et par la suite, on va vérifier que ces deux contraintes ne dépassent pas des valeurs admissibles. D'accord? On va commencer avec le premier cas, celui d'une charge concentrée. Nous avons justement cette poutre qui est là, bien appuyée, une charge ponctuelle P, située à une certaine distance A, par rapport à l'origine des axes qui démarre toujours de côté gauche de votre poutre. Première étape, c'est de calculer les réactions d'appui, RA et RB. Pour ce schéma, on trouve RA égale PBL et RB PAL. Tel que BA, c'est les distances qui sont là. Et L, c'est la distance totale. Donc, nous allons par la suite utiliser la méthode des coupes. Nous allons choisir la première coupe qui est là, entre ces deux efforts. D'accord? Et nous avons une deuxième coupe qui est entre cet effort P et la réaction RB, qui est là. Donc, je vais faire cette première coupe. Je vais isoler cette partie de gauche qui est là. Voilà. Mon but, c'est de calculer l'effort tranchant V ou bien T, ça dépend des livres, et le moment fléchissant M. D'accord? Je vais les tracer comme ça. Par convention, je vais les tracer positifs.
Et ces efforts qui sont à droite de la coupe, ils sont positifs comme ça et anti-horaires pour le moment. Je les garde comme ça, malgré que il est possible qu'ils sont négatifs. Mais je les garde comme ça, et c'est le calcul qui va permettre de dire est-ce qu'ils sont positifs ou sont négatifs. D'accord? Et je vais appliquer pour cette première coupe les lois de la statique. Donc, j'ai sigma des forces par rapport à Y. Donc, ces efforts maintenant sont considérés tous des efforts extérieurs par rapport au tronçon. Donc, je vais utiliser les conventions des efforts extérieurs. Donc, RA, elle est positive vers le haut, V, elle est négative vers le bas. Donc, plus RA moins V. Et je vous rappelle que V, c'est l'effort tronçon T, que certains livres indiquent par grand V. Donc, je tire l'effort tronçon qui est égal à PB RA, et RA, elle est déjà calculée, c'est PB sur L. Et maintenant, sigma des moments par rapport à la coupe 1, par rapport à cette coupe. Donc, sigma des moments par rapport à la coupe 1 égale à 0. Donc, vous avez le moment M qui est positif, donc plus 1. C'est celui qu'on cherche. Vous avez le moment de RA, donc il est horaire, donc il est négatif. Et le moment, c'est la force RA fois la distance à la coupe, X. Je tire mon M, qui est égal à RAX, donc c'est PBX sur M. Et j'ai mes deux équations de l'effort tranchant et de moment fléchissant pour la première coupe. Et je rappelle qu'ils sont tous les deux constants sur cette première partie qui est là. C'est toute cette première partie. Maintenant, je vais passer à la deuxième coupe qui est là. Voilà. J'ai le droit d'isoler la partie de gauche ou bien la partie de droite. Mais moi, je vais isoler la partie de gauche pour mieux comprendre la méthode. Elle est là. Donc, toujours, je trace le moment fléchissant à droite de la coupe positif, le moment fléchissant positif, l'effort tranchant positif. À droite comme ça. Par la suite, je vais appliquer les lois de la statique, sigma des forces par rapport à Y égale à 0. Donc, vous avez plus RA, moins P, moins V, et vous tirez la valeur de V, qui est égale à moins PA sur L. Pour le moment, la somme des moments par rapport à 0, par rapport à la coupe 2, pardon, elle est nulle. Donc, c'est plus M, moins RA, puisqu'il est horaire, donc c'est moins RA fois la distance à la coupe. Et le X, il démarre de la partie de gauche de votre poutre jusqu'à la coupe. Donc, c'est RA fois X avec un moins. P, c'est une force, un moment de la force P s'applique anti-horaire, donc il est positif. Donc, plus P fois le bras de levier de P par rapport à la coupe. Donc, c'est X moins A. Voilà, X moins 1. Et je tire mon moment fléchissant dans cette deuxième coupe qui est égale à cette expression. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Juste une petite remarque. Là, j'ai calculé mes valeurs. Je vais tracer les diagrammes correspondants de l'effort tranchant et de moment fléchissant. Qu'est-ce que je remarque comme résultat important pour cette charge concentrée? Je remarque que l'effort tranchant est constant, le moment fléchissant et les fonctions linéaires de X. Que ce soit dans la première coupe, que ce soit dans la deuxième coupe. L'effort tranchant est constant, le moment et les fonctions linéaires de X. Je vais les tracer. Donc, comment je vais tracer? Je vais m'intéresser aux points importants. Quels sont les points importants de la poutre? C'est le point là où vous avez des forces. C'est le point X égale à 0, c'est X égale à A et X égale à L. Comment je vais disposer les diagrammes? Je vais tracer au début la poutre avec toutes les forces qui existent et toutes les distances. Certains livres n'indiquent pas ces appuis, c'est pas un problème. Ensuite, juste au-dessous, je vais tracer l'effort tranchant en respectant bien sûr les dimensions L, de là à là, la partie 0, la partie positive vers le haut, la partie négative vers le bas. Et en bas, je trace le moment fléchissant
Le 0, il est toujours là. Les parties positives vers le haut, les parties négatives vers le bas. D'accord? Les points importants, c'est les points d'application des forces, x égale à 0, x égale à 1, x égale à L. Je vais remplacer, d'accord? L'effort tranchant, il est constant dans la coupe 1, il est constant, il est égal à PB sur L positif. C'est-à-dire dans la première coupe. D'accord? Donc, dans la première coupe, l'effort tranchant, il est le même, il est constant, il est égal à plus PB sur L. Là, il est vers le haut, donc c'est un plus. Ensuite, vers le bas, il est, dans la deuxième coupe, il est négatif. Il est égal à moins PA sur L. Je le remplace ici. Donc, dans la deuxième coupe, c'est-à-dire il est constant dans toute cette partie. Il est égal à moins PA sur L. Donc, je trace le côté positif, le côté la valeur négative, et je relie entre les deux. Passage obligatoire vers une valeur nulle de l'effort tranchant. Très bien. Pour le moment, bien sûr, si je remplace par le moment ici, et ici, je vais remarquer que pour x égale à 0, le moment égale x égale à 0, le moment égale à 0. Pour x égale L, donc je suis dans la deuxième coupe, ici, dans la deuxième coupe. Pour x égale L, donc L moins L, 0, donc le moment égale à 0. Et pour x égale au point d'application de P, x égale A, je remplace, je trouve la valeur PBX sur L. Donc, j'ai cette valeur ici nulle, cette valeur ici nulle, et cette valeur ici, PAB sur L, je relie par des droites parce que c'est une équation linéaire, équation de linéaire par rapport à x. Du moment, bien sûr, là, vous avez une partie linéaire, une autre partie linéaire. Quelles sont les remarques les plus importantes dans le diagramme T et M? Premièrement, on doit s'intéresser surtout au moment max. Parce que c'est le moment max, moment fléchissant max, qui vous donne la contrainte normale max, qu'elle doit être inférieure à la contrainte admissible. Comment je vais chercher la valeur maximale? Je sais que l'équation de la flexion, T, l'effort tranchant, égale à dm sur dx. D'accord? Donc, cette fonction, quand est-ce qu'elle présente un maximum local? Lorsque t égale à 0. Donc, je vais voir où est-ce que t égale à 0. Donc, il est là. Je remplace par x correspondant et j'obtiens la valeur de moment maximal qui est là. Donc, un t égale à 0 correspond à un moment maximal. Première remarque. Deuxième remarque. Le passage de la valeur qui est là, de l'effort tranchant, vers la deuxième valeur, cette distance correspond à la valeur de la charge appliquée P. D'accord? Troisième remarque très importante, c'est que le changement de signe de l'effort tranchant d'une valeur positive vers une valeur négative, il correspond au changement de signe de la pente qui est positive du moment devient une pente de moment négatif. Donc, nous avons trois remarques importantes dans le diagramme TM. Et je vais vous le rappeler dans le deuxième exemple maintenant du cas où vous avez plusieurs charges concentrées. Là, nous avons une poutre avec deux appuis, les réactions. Nous avons une charge P1 à une certaine distance A1, une charge P2, une charge P3. Là, automatiquement, la méthode des coupes, elle vous permet de choisir 4 coupes. Une coupe, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je vais prendre la première coupe maintenant, mais avant ça, je dois calculer les réactions. D'accord? Les réactions, je peux les calculer par la méthode de la statique. Donc, je vais prendre cette coupe et je vais isoler cette partie de gauche. Ce tronçon qui est là, le voilà. D'accord? Ce tronçon, voilà la coupe. Je vais tracer de la même manière l'effort tranchant dans la coupe 1 que je vais appeler T1.
le moment fléchissant M1, je vais les tracer positifs par rapport à la coupe. Ils sont à droite de la coupe, donc voilà leur sens positif. Et par la suite, c'est les calculs qui me donnent est-ce que j'obtiens une valeur positive ou négative. Donc j'applique la loi de la statique une fois isolé ce système. Donc la somme des forces égale à 0. Donc ici, j'ai RA positif moins T1. Donc je T1 égale à RA. La même chose pour le moment, j'ai M1 positif moins RA fois X. Donc je tire M1 égale à X. D'accord? La même chose maintenant pour le 2. La coupe 2, elle est là. Je vais isoler cette partie de gauche. Je peux même isoler la partie de droite. Je vais obtenir les mêmes résultats. Donc, j'isole la partie de gauche. N'oubliez pas de tracer les fois tranchants et le moment par convention comme ça, à droite de la coupe. Vous appliquez la somme des forces et la somme des moments. Par exemple, pour la somme des moments, vous avez M2 positif. RA, il est horaire, donc négatif, donc moins RA fois la distance X. P1, il est anti-horaire, donc il est positif. Le moment de P1, il est positif. Le bras de levée de P1, c'est quoi? C'est cette distance par rapport à la coupe. Et cette distance, c'est quoi? C'est X moins A1. A1, il est là. D'accord? X moins A1, vous obtenez du résultat. La troisième coupe, de la même manière, je vais utiliser cette coupe. J'ai le choix entre le tronçon de gauche ou bien le tronçon de droite. Je vais prendre les deux, mais je vais calculer uniquement celui de droite pour minimiser les calculs. Voilà, j'ai les deux tronçons, celui de gauche et celui de droite. Je vais appliquer celui de droite pour mieux comprendre la méthode. Premièrement, voilà la coupe de 3 qui est là. Je vous rappelle, la figure principale, elle est là. Donc, je vais isoler cette partie et je vais travailler à gauche de la coupe. À gauche de la coupe, qu'est-ce que nous avons à gauche de la coupe? Nous avons l'effort tranchant et le moment fléchissant dans cette coupe. À gauche de la coupe, le sens positif, il est vers le haut et le moment, il est horaire. À droite de la même coupe, si vous utilisez à droite de la coupe, l'effort tranchant positif, il est vers le bas. Nous, on va utiliser ce cas. Donc, l'effort tranchant, il est vers le haut positif. Le moment, il est positif dans ce sens. Et j'applique de la même manière, j'applique la somme des forces. Quelles sont les forces qui sont là? Vous avez T3 moins P3 plus RB. Vous tirez T3 qui est égal à moins RB plus P3. Pour le moment M3 positif. D'accord? Le moment RB fois cette distance qui est là. D'accord? Le moment de P3, c'est P3 fois cette distance. On va voir les distances. Le bras de levier de RB par rapport à la coupe, c'est toute cette distance. Donc, c'est L, grand L, moins X. Et je vous rappelle que X, il est toujours, quel que soit le tronçon que vous prenez. Le X, il démarre toujours de là. D'accord? Il démarre toujours de point gauche. D'accord? Donc, le X, il est là. Donc, RB fois cette distance, c'est L fois X. Voilà. Et P3, le bras de levier de P3, c'est cette distance. Donc, c'est L moins B3 moins X. Donc, c'est L moins B3 moins X. C'est ce bras de levier. Et vous tirez directement M3. Même si vous utilisez le tronçon de gauche, vous allez obtenir le même résultat. Maintenant, le tronçon, le dernier tronçon, la dernière coupe, c'est la coupe 4, qui est là. Je vais isoler uniquement cette partie, très simple, et j'applique la loi. Donc, la loi, sans faire de schéma, c'est clair. Je trouve T4 égale moins RB, et le moment M4, c'est RB, L moins X. Qu'est-ce que je remarque aussi dans les résultats? Je remarque toujours que, même pour les charges, plusieurs charges concentrées,
le moment M4, les moments sont tous fonctions linéaires de X. D'accord? Les moments sont tous fonctions linéaires de X. Voilà. Et les efforts tranchants sont tous constants. C'est des constantes. Voilà. Donc, une fois que je veux tracer le schéma, je vais m'intéresser aux points intéressants qui sont x égale 0, le point d'application de P1, donc x égale à 1, P2, donc x égale à 2, et x égale 3, à 3, et x égale L. Je vais remplacer, voilà les 4 valeurs principales que je vais tracer. D'accord? Ensuite, je vais relier entre les points par des droites ou bien par des valeurs constantes. Je vais voir. Par exemple, dans le premier tronçon, la valeur constante est égale à RA. Dans le deuxième tronçon, dans la deuxième coupe, la valeur, elle est égale à cette valeur. La même chose pour la troisième coupe et la quatrième coupe. On a trouvé la valeur de l'effort tronçon égale à moins RB. Remarquez là aussi que le passage entre une force, un effort tronçon et l'autre, dans la première coupe et la deuxième coupe, c'est l'effort lui-même P1 appliqué. Le passage aussi ici, c'est l'effort P2, il est équivalent, c'est-à-dire sa valeur, elle est équivalente à l'effort tranchant. Et même chose, le passage entre la troisième coupe et la quatrième coupe. Maintenant, pour les moments, étant donné que les moments sont tous des équations linéaires, fonctions linéaires de x, donc c'est des droites avec des pentes, je vais premièrement prendre toutes les valeurs. 0, A1, A2, A3. Je marque, je calcule leurs valeurs et je relie entre les différents points linéairement par des droites. Les mêmes remarques que j'ai obtenues dans le premier exemple, elles sont valables. Par exemple, le passage, la valeur 0 de l'effort tranchant correspond à un moment maximal. Le passage de la valeur positive de l'effort tranchant vers une valeur négative correspond à changement du signe de la pente de moment de positif vers négatif. Et la valeur maximale de M correspond à l'effort tranchant égal à 0. Est-ce que c'est la même chose pour une charge uniformément répartie? On va voir. Donc, je vais prendre ce cas, la même poutre, avec une charge de densité répartie de densité Q. D'accord? Première étape, c'est le calcul des réactions en A et en B. Je les trouve égaux à QL sur 2. Deuxième étape, faire une coupe. D'accord? Je vais isoler cette partie, elle est là. Je trace l'effort tranchant dans la coupe et le moment positif par convention. J'applique les lois de la statique, sigma des forces par rapport à Y, vous avez plus RA, moins QX, là vous avez une densité, donc c'est Q fois X, c'est l'effort QX, moins QX vers le bas, et le T vers le bas, moins T. Donc je tire carrément T égale RA moins QX. La même chose pour le moment, par rapport à la coupe, d'accord? M positif, moins RA, il est dans le sens horaire, donc RAX, moins RAX. Le moment de Q, c'est la force, donc c'est QX. Elle est concentrée, d'accord, au centre, donc c'est X sur 2. Le bras de lever, c'est X sur 2. D'accord? Donc c'est QX fois X sur 2. Plus, pour dire que anti-horaire. Je tire le moment qui est égal à RAX moins QX carré sur 2. Voilà mes deux résultats de l'effort tranchant et le moment fléchissant. La première remarque qui vient à l'esprit, c'est que là, par rapport au cas de la charge ponctuelle, là, l'effort tranchant n'est pas constant. Il est fonction linéaire de x. Et le moment, il n'est pas fonction linéaire de x, il est fonction de x carré. Voilà la différence principale entre une charge uniformément répartie et une charge ponctuelle. Pour tracer ces deux fonctions,
je vais prendre les points intéressants qui sont le point x égale à 0 et le point x égale à L. Je remplace ici x par 0, j'obtiens la valeur t pour x égale à 0. Je remplace ici x par 0, j'obtiens le moment pour x égale à 0. Et je fais la même chose pour x égale n, j'obtiens t et le m correspondant. D'accord? C'est-à-dire, j'ai le moment 0 ici, le moment 0 ici. L'effort tranchant, la valeur QL sur 2 pour x égale à 0 et moins QL sur 2 pour x égale à L. Très bien. Dans un problème de diagramme T1, le point le plus important, c'est la valeur de moment fléchissant maximal. Je dois toujours le calculer. Et ce point correspond à un effort tranchant égal à 0. Donc, je vais annuler l'effort tranchant. Je vais mettre t égale à 0. Ça va correspondre à un x égale L sur 2. Et L sur 2, c'est le milieu. Donc, c'est le milieu de votre poutre. D'accord? Donc, le milieu de votre poutre, c'est t égale à 0. Et vous avez le moment maximal. Donc, je vais le calculer en remplaçant x par L sur 2 dans l'équation de moment. Là, j'ai remplacé x par L sur 2. J'obtiens la valeur de moment max qui est égale à plus QL carré sur 8. C'est-à-dire, la valeur maximale, elle est plus au-dessus, elle est au-dessus. Si vous obtenez une valeur négative, vous devez tracer la parabole vers le bas. D'accord? Et là, j'ai pratiquement les mêmes remarques qu'on a vues dans les deux exemples précédents, c'est-à-dire un changement de signe de l'effort tranchant correspond à un changement de signe de la pente de moment. Voilà, elle était positive, elle est devenue négative. La valeur 0, d'accord, correspond à la valeur maximale du moment. Pour une charge uniformément répartie, la variation de l'effort tranchant, elle est linéaire. Et la variation de moment, elle est parabolique. C'est l'inverse, c'est pas le cas dans une charge ponctuelle ou plusieurs charges ponctuelles. Vous avez l'effort tranchant constant et le moment fléchissant une droite linéaire par rapport à la distance. D'accord?